Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les Sansons ont exécuté bien des grands noms de notre histoire au point de s'en faire un de nom à leur tour. Après avoir évoqué les hauts faits et les basses œuvres de leur carrière, si je puis dire, nous resterons dans l'ambiance avec Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, qui nous présentera les aménagements encore assez récents de la Conciergerie au cœur de Paris. Je vous préviens, il va y avoir du sang et quelques grincements de dents. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. « 25 avril 1792, à Paris, un homme sort de chez lui. Quand je dis de chez lui, il sort d'un vaste hôtel particulier de 2 étages, situé à l'angle du faubourg Poissonnière et de la rue d'Enfer. Rue d'Enfer, c'est un nom un peu ironique quand on sait qui est cet homme. Il est vêtu élégamment, il porte l'épée au côté, mais il pourrait presque passer pour un aristocrate, et pourtant il fait trembler tous ceux qu'il va rencontrer sur son passage. Cet homme inspire plus que le respect, il incarne une sorte de violence maîtrisée et officielle. Quelques heures plus tard, on va retrouver cet homme à la lourde silhouette sur la place de Grève. Il est debout sur un grand échafaud de bois, tandis qu'une foule est là qui commence à s'impatienter au pied de l'échafaud. Et au milieu trône, flambant neuve, une étrange machine dont on fait ce jour-là l'usage en France pour la première fois, la guillotine. On ne l'appelle pas comme ça à l'époque, d'ailleurs, on l'appelle la Louisette encore. Quelques jours plus tôt, on l'a testée sur des moutons et des cadavres, mais c'est la toute première fois qu'on va donc l'utiliser sur un être vivant, un être humain vivant. Un condamné gravit les 10 marches de l'échafaud, on lui coupe les cheveux, on le fixe sur une planche verticale qu'on fait pivoter. Il se retrouve à plat ventre, le cou immobilisé dans un collier de bois, et à côté de lui, il y a toujours la lourde silhouette de ce monsieur qui saisit la corde, qui tire d'un coup sec, la lame tombe dans un sifflement métallique. Un léger souffle d'air frais, nous disait le grand promoteur de cette machine, vient caresser, si l'on ose dire, la nuque du condamné. Et vous savez qu'en vérité, on ne sait pas du tout quel effet peut faire la guillotine. Nous avons eu l'occasion d'en parler ici avec Bruno Fulini et je me rappelle que vous étiez prête à tourner de l'œil, donc je vais préférer passer aujourd'hui. La foule retient donc son souffle. L'homme dont je vous parle depuis tout à l'heure vient de réaliser la toute première exécution à la machine, vous l'avez donc compris, la première d'une longue série. Ce bourreau de Paris, monsieur de Paris comme on l'appelle, est Charles-Henri Sanson. Charles-Henri Sanson est le 4e de sa lignée d'exécuteurs des hautes œuvres, c'est le terme officiel. Dans la famille Sanson, une famille assez hors norme, on est bourreau de père en fils donc depuis un certain nombre de générations. Les Sanson exercent dans la plus grande légalité le métier, j'allais dire, de tueur en série, depuis plus d'un siècle. Pas une semaine ne s'est écoulée sans qu'une tête n'ait été coupée par un Sanson. L'arrière-grand-père de Charles-Henri s'appelait Charles Sanson. C'est donc le premier à avoir exercé cet étrange office. Charles était né à Lonval en 1635, semble-t-il, pour autant qu'on sache. Il a perdu ses parents dans des conditions tragiques et il est devenu bourreau d'une manière un peu inattendue, j'ai envie de dire par amour. Il avait épousé Marguerite Jouenne, qui était la fille du bourreau de Dieppe. Et c'est comme ça qu'il est devenu aide-bourreau. Est-ce que c'était de son propre gré ou contre sa volonté? C'était une place qui avait des avantages, par ailleurs. Bref, on ne sait pas comment ça s'est passé. Toujours est-il que dans les années 1680, ce Charles a quitté la Normandie pour venir exercer son office à Paris. Il est donc devenu monsieur de Paris. Et peu avant sa mort, il a passé le flambeau à son propre fils, qui déjà l'assistait depuis des années comme aide et qui portait lui aussi le nom de Charles Sanson, qu'on appelle donc, pour le distinguer, Charles Sanson II. Il est devenu lui-même bourreau de Paris, il a appris le métier à son fils Jean-Baptiste qui lui a succédé. Jean-Baptiste a, lui, on peut dire, une véritable passion pour l'anatomie. Ça va sans doute l'aider dans son travail. Rapidement, il va être atteint d'une maladie grave qui l'invalide et c'est son fils, Charles-Henri, qui prendra le relais. Celui-ci est né
en 1739, ce qui veut dire qu'il n'a, au moment où il prend la charge, il n'a que 15 ans. Et c'est lui, Charles-Henri, quatrième donc de sa dynastie, qui va entrer dans l'histoire de la manière la plus marquante et la plus extraordinaire, puisqu'il est bourreau au moment du déclenchement des grandes exécutions de la Révolution française. Il a par ailleurs été considéré comme un des meilleurs professionnels, étant donné la grande humanité dont il a fait preuve avec les condamnés. En attendant, donc, pour nous remettre au début de sa carrière, il n'avait que 15 ans. Il a appris, si j'ose dire, le métier sur le tas. Il a participé à un certain nombre d'exécutions qui sont ratées, il faut le dire. Et en 1757, il n'a que 18 ans lorsqu'il assiste son oncle, Nicolas-Charles Gabriel, qui est bourreau de Reims, pour la célèbre exécution de Robert-François d'Amiens. Vous savez, cette espèce d'illuminé qui avait littéralement sauté sur le roi Louis XV et qui l'avait blessé d'un coup de canif et qui avait donc été condamné à un atroce supplice. Voici ce qu'écrit François-Henri Désérable dans la préface qu'il donne aux Mémoires des Samsons. Ce jour de janvier 1757, le froid faisait choir les oiseaux de leurs branches, le père de la nation s'était couvert de soie et de velours, la soie, le velours et la chance en travers la progression des 8 cm d'acier que lui destinait l'aspirant parricide. Pour cela, il fut condamné à divers raffinements de torture, main droite brûlée au feu de soufre, chair tenaillée, arrosée d'huile bouillante, de cire et de plomb fondu, corps démembré par 4 chevaux, cendres jetées au vent. La journée sera rude, aurait murmuré Samson après le prononcé de la sentence. Elle le fut. L'oncle de Charles-Henri est donc resté totalement traumatisé par ce qui s'était passé. Il faut vous dire qu'il a mis des heures à exécuter son patient. Donc finalement, il a préféré quitter la profession. Et c'est donc le jeune Charles-Henri qui, sans se décourager, lui, malgré d'autres exécutions ratées, notamment en 1766, va continuer le métier. En 1766, il est assisté par son vieux père à la retraite, mais qui se doit d'être présent à toutes les exécutions en tant que titulaire de l'office de Monsieur de Paris. Or, Charles-Henri va complètement rater la décapitation du célèbre Lally Tollendal. Vous savez qu'on avait d'ailleurs condamné, entre parenthèses, tout à fait à tort. Ça, c'est un autre sujet. Charles-Henri manque son coup. De son épée, il va casser la mâchoire et les dents du condamné. Enfin, vous imaginez, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Et finalement, c'est son père qui, exaspéré, va attraper l'épée pour trancher le cou du condamné. Vous imaginez l'horreur et les hurlements de la foule, etc. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 78, à la mort de son père, Charles-Henri est donc nommé officiellement bourreau de Paris. Il reçoit le manteau rouge sang, symbole de sa prise de fonction. Désormais, Monsieur de Paris est aux premières loges, si je puis dire, pour assister aux grands accidents de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous retracez pour nous l'histoire de la dynastie Samson, la plus célèbre famille de bourreaux en France. Les Samson ont exercé ce métier de père en fils pendant 7 générations, de 1688 à 1847, pendant presque 200 ans. Alors je me posais quand même une question, comment les bourreaux étaient-ils perçus par le reste de la société à l'époque ? Alors d'une manière assez ambivalente, bien sûr. Il y avait un respect pour la fonction, c'est incontestable, mais en même temps on méprisait un peu le bonhomme en question. N'oubliez pas que les exécutions étaient fréquentes, publiques, qu'elles faisaient partie de l'animation des villes à l'époque, tout simplement. Les bourreaux n'étaient pas très bien considérés, si je puis dire. Ils ne devaient pas vivre dans l'enceinte des villes. Alors ils vivaient dans les villes quand même, mais dans les faubourgs, si vous voulez. Ils ne devaient pas avoir pignon sur rue, comme on disait. Certains se détournaient sur leur passage. Ils n'étaient pas très bien rémunérés. Je vous donne quelques exemples de rémunération au XVIe siècle. 50 livres. 50 livres, c'est pas mal quand même, mais c'est pas une somme gigantesque pour une personne rouée. 50 également pour une personne brûlée. 25 livres pour une personne pendue. Et d'ailleurs, si la corde casse, c'est le bourreau qui est facturé de 6 livres. Ah oui, d'accord. Et 100 livres pour une tête tranchée. Bon, ça, c'était beaucoup plus difficile. C'est le côté artistique du métier, si je puis dire. Les bourreaux bénéficiaient par ailleurs d'un certain nombre de petits privilèges, notamment ce qu'on appelait le droit de havage. Puisqu'ils n'étaient pas si bien payés, ils avaient la possibilité sur les marchés de prendre gratuitement tout ce qu'ils pouvaient contenir dans leurs 2 mains. Alors comme généralement c'était des gens un peu avec costauds, des grandes mains. avec des grandes mains, ils remportent tout ce qu'ils pouvaient prendre
il ne le payait pas, si vous voulez. Bref, ça, je vous parle là du XVIe, du XVIIe siècle. Ça a beaucoup évolué au moment où Charles-Henri devient monsieur de Paris à son tour. Et d'abord, les techniques d'exécution ont beaucoup changé, avec notamment l'invention de cette guillotine. Avec l'arrivée de la Révolution, on voit de moins en moins le bourreau comme un paria, d'une certaine manière. Vous savez qu'il va devenir un peu un symbole de la Révolution, ce bourreau, par définition. Et pour certains, dans l'opinion, pour une minorité sans doute de Français, mais enfin quand même pour certains, il est une sorte de libérateur. Parce que ceux qu'on exécute sont les oppresseurs. Enfin bon, faut se remettre dans le contexte idéologique de l'époque. Charles-Henri Sanson est toujours vêtu de manière très élégante. On ne veut pas qu'il porte les vêtements bleus du gentilhomme, mais il va détourner cet interdit en portant des costumes tout aussi soignés de couleur verte. On ne savait pas exactement qui il était. Évidemment, à l'époque, il n'y a pas de photos et de télévision, mais on aurait pu penser, en tout cas pour tous ceux qui ne le connaissaient pas, qu'il était un bourgeois prospère. Il arrivait à passer tout à fait inaperçu au milieu de ses concitoyens, et d'autant plus que dans les grandes villes, même si l'interdiction n'est pas officiellement levée, les bourreaux ont désormais tout à fait le droit de résider en ville. Charles-Henri vit dans cette demeure familiale dont je vous ai parlé. Pour y accéder, on traverse une cour bordée par les communs, les écuries, etc. On arrive donc dans un grand hôtel particulier et derrière, vous avez un beau parc fleuri. On aurait du mal à imaginer que cette demeure est celle de l'homme qui exerce officiellement le métier de tuer. En 1790, Sanson, qui a déjà coupé beaucoup de têtes, commence à se lasser de sa profession, faut bien le dire. Il est sur le point de démissionner quand la Révolution vient tout changer, bien entendu. On a besoin, à Paris notamment, et on va multiplier ça partout en France, on a besoin d'un bourreau expérimenté pour essayer avec le nombre d'exécutions qui est en train d'augmenter. On refuse que Charles-Henri démissionne. Ce sera lui, Monsieur de Paris, qui va donc devenir l'exécuteur maintenant du nouveau régime. Le 25 septembre 1791, vous savez que le Code pénal a décidé que tout condamné à mort aurait la tête tranchée et qu'aucune torture ne devait jamais être exercée envers les condamnés. Et là, Charles-Henri dit qu'il ne voit pas comment il pourrait respecter cette loi parce qu'il n'est pas en mesure de garantir qu'il ne fera pas souffrir le condamné au moment de lui trancher la tête avec la grande épée de justice, comme on pratique en France. Vous savez, on n'a, Dieu merci, jamais utilisé la hache en France. Il explique, je dis Dieu merci, ça change pas grand-chose, mais enfin quand même, j'ai envie de dire c'est un peu moins inélégant peut-être. Donc Charles-Henri explique le problème au ministre de la Justice, Duport, qui lui-même saisit le tribunal criminel, le directeur du département de Paris, le président de l'Assemblée, le ministre de la Justice. Tout ce monde-là échange sur la question et finalement, j'allais dire, la question est tranchée. Ah bah oui, ça tombe bien. On va inventer une nouvelle machine à décapiter qui va désormais trôner en permanence sur la place de la Révolution. Vous le savez, Charles-Henri est chargé par les autorités d'initier ses confrères au maniement de la guillotine pour pouvoir envoyer des machines en province, bien entendu. Il devient une référence d'une certaine manière. On parle de Sanson dans toute la France. Il est un petit peu le symbole d'un certain aspect de la Révolution, surtout à partir du moment où les choses commencent à dégénérer complètement à la fin de 1792. Jamais, finalement, peut-on dire, le nom des Sanson n'avait été porté si haut. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous découvrons aujourd'hui avec vous, Franck, l'histoire de cette dynastie de bourreaux, les Sanson. Charles-Henri Sanson, qui est porté haut, qui devient une célébrité pendant la Révolution. Oui, sous la terreur en tout cas. Vous imaginez, tous les matins, il reçoit un courrier de la part de l'accusateur public, le fameux Fouquier-Tinville, qui l'invite à prendre ses ordres au parquet. On lui remet alors la liste des condamnés à mort établie par le tribunal révolutionnaire. Et là, Sanson se rend à la conciergerie où lui sont confiés les condamnés. On vérifie l'identité des détenus. On attache les poignets des condamnés avec des cordes. Sanson leur coupe les cheveux ainsi que le col de leur chemise et les condamnés sont montés dans des charrettes, d'où l'expression populaire. Le convoi se met à ce moment-là en route entouré d'un certain nombre de gendarmes à cheval. On emprunte le pont au Change, le quai de la Mégisserie, puis la rue de la Monnaie. On passe par la rue Saint-Honoré, la rue Royale, jusqu'à la place de la Révolution, qui deviendra beaucoup plus tard sous Louis-Philippe la place de la Concorde. Sur cette place,
place, la plupart du temps, la foule attend les condamnés. Et vous avez des crieurs qui vendent leurs feuilles révolutionnaires, vous avez les fameuses tricoteuses, vous savez, ces femmes qui viennent là, qui ne veulent manquer aucune des exécutions. Tout ça est absolument sordide, disons-le. Samson monte à ce moment-là sur l'échafaud, il est entouré de ses aides, parmi lesquels ses fils Henri et Gabriel. Et puis, on appelle les condamnés un à un. Samson est réputé, donc je vous l'ai dit, pour sa grande humanité. Il faut imaginer le calme dont il fait preuve lorsque le condamné, voyant sa dernière heure venue, est pris de panique ou passe aux supplications. Charles-Henri se montre à la fois ferme et rassurant, si l'on peut dire. Et à mesure que la Révolution va avancer, les exécutions sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapides aussi. On dit que dans un certain jour d'exécution importante, on a exécuté, le bourreau de Paris a exécuté 12 hommes en 13 minutes. Oula. Samson n'a pas chômé puisqu'en 2 ans, il a quand même exécuté près de 3000 personnes. Et imaginez que la même chose se passe dans la plupart des villes. Cependant, pendant l'année 92, alors que M. de Paris est en train de procéder à l'exécution de 3 escrocs, assisté de son fils Gabriel, survient un drame. Le jeune Gabriel a déjà acquis une certaine expérience en fait de décapitation, puisque ça fait 2 ans qu'il aide son père. Et ce jour-là, on utilise donc cette nouvelle machine, cette guillotine. Le jeune Gabriel connaît mal encore la machine, elle vient juste d'entrer en fonction. Le premier condamné est décapité, puis le deuxième, le troisième. Gabriel avance pour se saisir de la tête du troisième condamné, mais il ne regarde pas où met les pieds, il trébuche, il vacille, il va tomber de l'échafaud, il se fracture le crâne et il meurt sur le coup. On a envie de dire qu'il y a une justice dans cette histoire. Mais vous imaginez, pour la famille Samson, Gabriel ne pourra donc pas être là, évidemment, pour assister quelques mois plus tard, le 21 janvier 93, à l'exécution du roi, bien sûr, à l'exécution de Louis XVI. Dans les mémoires de Samson, on peut lire que Charles-Henri a été profondément offusqué lorsqu'il a appris que l'ancien souverain avait été condamné à mort. Le jour de l'exécution, il raconte être persuadé que tout ça ne va pas avoir lieu, que des gens vont réussir à délivrer le roi en chemin. « Je suis parti ce matin à 8 heures, écrit-il, après avoir embrassé ma pauvre femme et mon fils. » Il n'a plus qu'un fils, vous l'aurez compris. La foule était si grande dans les rues qu'il était déjà 9 heures lorsque nous arrivâmes sur la place de la Révolution. Gros et Barré, mes aides, avaient fait monter la machine et c'est à peine si je l'ai examinée tant je pensais qu'elle ne servirait point. Je prêtais l'oreille inquiète pour savoir si je n'entendrais point quelque bruit qui fût l'indice d'une de ces tentatives de délivrance qu'on m'avait annoncées hier. Je me réjouissais à la pensée qu'à cette heure, le roi venait peut-être d'être arraché à son escorte et fuyait sous la sauvegarde d'amis dévoués. Eh bien non, le bourreau d'un seul coup devient pâle, il aperçut la berline du roi qui vient d'entrer sur la place entouré de tout un corps de cavalerie. Louis XVI sort de la voiture, il monte les fameuses 10 marches, cet escabeau un peu branlant qui mène à l'échafaud, on lui lie les mains, la foule amassée frémit, Louis XVI est calme, résigné à mourir. Alors, vous connaissez les dernière phrase du roi français, vous voyez votre roi prêt à mourir pour vous, puisse mon sang cimenter votre bonheur, je meurs innocent de tout ce dont on m'a accusé. La voix est bientôt couverte par le roulement des tambours de Santerre, le roi va donc être rapidement basculé sur la machine, la lame tombe, un bruit sourd, le tout jeune Samson se saisit de la tête du roi et la montre au peuple qui est en train de crier « Vive la nation et vive la République !» Les mémoires des Samson affirment que l'image des derniers moments du roi ne quittera plus jamais Charles-Henri et qu'elle a hanté le reste de ses nuits des pires cauchemars. Quelques mois plus tard, c'est Henri qui va prendre la relève de son père et donc c'est lui qui, le 16 octobre 93, exécutera l'ancienne souveraine Marie-Antoinette, puis ce sera au tour d'Henri Clément Samson, donc vous l'avez dit tout à l'heure Anissa, qui exercera son office jusqu'en 1847 et laissera derrière lui les fameux mémoires des Samson, qui n'ont d'ailleurs probablement pas été écrits par lui, et qui commencent ainsi: le glaive de la loi s'est transmis dans ma famille comme l'épée chez les gentilshommes, comme le sceptre dans les races royales. Rivé par des devoirs sacrés au billot et à la hache, j'ai dû remplir la sinistre tâche que m'imposait ma naissance. Comme 5 de ses ancêtres, Henri Clément Samson, si j'ose dire, n'aura pas pu y couper.
Bonjour Philippe Bellaval. Bonjour. Je ne sais même pas si je dois vous souhaiter une belle journée après une pareille entrée en matière. Vous allez nous conduire bientôt dans les arcanes de la conciergerie. Ça n'est pas tellement plus rassurant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Après nous avoir fait frémir avec l'histoire de cette dynastie de bourreaux qu'est la famille Sanson, nous allons maintenant au cœur de la conciergerie, la plus célèbre prison de Paris, avec Philippe Bellaval, qui est directeur du Centre des Monuments Nationaux et qui est votre invité jusqu'à 15h, Franck. Oui, alors évidemment notre émission suscite un certain nombre de questions, notamment à propos des Sanson. C'est Benoît qui me demande pourquoi il n'a pas été inquiété au début de la Révolution. Mais précisément, en tant que représentant de l'ordre de l'Ancien Régime, j'ai envie de dire que pour lui la transition s'est faite relativement en douceur et qu'on avait évidemment besoin d'un exécuteur puisque à partir donc de l'automne 92, le régime va basculer et qu'on se met à exécuter des gens et en quantité. Donc non seulement il n'a pas été inquiété, mais il est devenu une sorte de figure importante, ce Sanson. Et c'est lui qui, je vous le disais, a formé à la nouvelle machine, à cette nouvelle façon d'exécuter, un certain nombre de ses confrères, si j'ose dire, de province. On nous pose pas mal de questions à propos notamment de Charles-Henri Sanson. Repose-t-il vraiment au cimetière Montmartre ? Nous demande Sophie. Oui, incontestablement, il est bien au cimetière de Montmartre. On nous demande aussi s'il existe des guillotines, s'il est possible de voir une guillotine, une vraie guillotine dans un musée, Philippe Bellaval. Vous connaissez la réponse à cette question ? Oui, il y a une cette question un peu, je reconnais un peu sinistre, mais après tout, le récit l'était. Ça fait partie de l'histoire. Il y a une guillotine dans les collections du Mucem à Marseille, et cette guillotine a figuré notamment dans une exposition sur la justice qui avait été organisée au musée d'Orsay il y a quelques années. Elle était visible par le public, voilée d'un crêpe pour atténuer l'effet sinistre de cet instrument. Il faut dire que c'est assez traumatisant. Mais il y a une guillotine dans les collections publiques. Bon, voilà, elle demeure, cette guillotine, comme une sorte de témoignage d'années terribles. C'est Jérôme qui nous dit: à Brie-contre-Robert, en Seine-et-Marne, existe la maison du bourreau qui était la maison de campagne des Sanson. Charles-Henri en parle dans ses mémoires. Ils y sont venus jusqu'au début du 19e siècle et se faisaient appeler quand ils venaient Lonval. Évidemment, c'était peut-être plus pratique. Nous avons reçu, il y a quelques années, un archéologue argentin qui descendait de la famille Sanson et souhaitait voir la demeure de ses ancêtres. Je me rappelle que lorsqu'on visitait la conciergerie autrefois, j'étais adolescent et ça me glaçait d'effroi d'ailleurs. Il y avait un grand couperet le long du mur là quand on descendait dans la première grande salle et on nous disait que c'était le couperet qui avait tranché le col de Marie-Antoinette. Et vous me dites qu'il n'est plus exposé, ce couperet. Oui, il n'est plus exposé car c'est une légende en réalité. Ce couperet était très postérieur à la Révolution, il datait du 19e siècle et comme nous avons essayé de resserrer le parcours autour d'objets authentiques de la Révolution et du séjour de la reine à la conciergerie, nous avons ôté le couperet. Alors, nous allons évoquer tout à l'heure avec vous le parcours, si je puis dire, ce que l'on peut voir dans cette conciergerie réaménagée. Avant cela, parlons peut-être un peu de cette conciergerie. Expliquons qu'elle est une partie de l'ancien palais, bien entendu, un palais très très ancien puisqu'il remonte aux anciens gouverneurs romains de Lutèce, qui ensuite est devenu le palais des rois, bien entendu, le fameux palais de la cité. La conciergerie est une des plus anciennes parties de ce palais. Absolument. Il y en a deux. Il y a la conciergerie, il y a la Sainte-Chapelle. Et la grande salle gothique que l'on connaît était la salle où se détendaient, se reposaient entre deux rondes ou entre deux factions les gardes royaux. Donc la conciergerie était vraiment liée à l'occupation du palais de la cité par les rois de France. Et ensuite, elle a évolué quand le palais est devenu une maison de justice avec le siège du Parlement de Paris, elle est devenue une prison. C'est ça. Et c'est à la conciergerie qu'étaient enfermés et jugés les grands criminels, si je puis dire. Quand on pense à Ravaillac, à Damien, tous ces gens-là. Tous les grands régicides, la Brinvilliers. Même le pauvre petit chevalier de la Barre, lui qui s'est retrouvé là un peu malgré lui. Mais enfin,
tous ces criminels célèbres de l'histoire, criminels ou pas d'ailleurs, on va dire tous ces condamnés célèbres de l'histoire, pour être neutre, se sont retrouvés un jour ou l'autre dans cet endroit, qui donc est quand même chargé d'ondes extrêmement sombres, Philippe Bellaval. C'est un lieu incontestablement très violent, mais qui est étroitement lié à des pages importantes de l'histoire, et en particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'histoire révolutionnaire, de l'histoire de la terreur. Parce que la terreur l'a beaucoup marqué, physiquement et aussi dans l'imaginaire, et c'est un des lieux de Paris dans lequel la période révolutionnaire est la plus visible, la plus palpable. Bien sûr, l'an 2, l'an 3, enfin les années 1793, 1794. Toute la période des massacres de septembre, jusqu'à la chute de Robespierre. Exactement, donc de l'automne 92 au printemps 94. Et donc pendant toute cette période-là, on a beaucoup exécuté, bien sûr, et on a beaucoup emprisonné. Alors tout à l'heure, en racontant un peu rapidement la journée type du bourreau Sanson, je disais qu'il passait à la conciergerie. Il n'allait pas qu'à la conciergerie, parce qu'il faut dire qu'il y avait des prisons révolutionnaires un peu partout dans Paris. Il y avait la Force, il y avait Saint-Lazare, etc. D'ailleurs, nous présentons une carte de toutes les prisons et lieux de détention de Paris, et je crois que c'est assez important et intéressant pour le public de voir tous les lieux de détention qu'il y avait. Mais la conciergerie était la plus emblématique parce que elle était associée au fonctionnement du tribunal révolutionnaire. On y enfermait quelques jours avant leur comparution. C'était la plus centrale, disons-le. C'était la plus centrale, et puis elle est devenue aussi la plus célèbre d'une certaine manière, du fait de l'incarcération des Girondins, de la reine Marie-Antoinette, qui est restée 2 mois et demi, puis ensuite des dantonistes, de Danton et de ses amis, et pour finir de Robespierre lui-même, puisque Robespierre est parti de la conciergerie pour aller à l'échafaud. Donc c'est vraiment toute l'histoire de cette période qui s'est déroulée là. Et Charlotte Corday aussi, qui avait assassiné Marat. Nous avons raconté ça un certain nombre de fois dans cette émission. Absolument. Olympe de Gouges, incroyable, la prophétesse du féminisme. Toutes les grandes personnalités de cette période sont passées malheureusement dans cette prison. Même la pauvre Madame Dubarry, qui aurait dû rester 1000 fois en Angleterre, on ne sait pas ce qu'elle est venue refaire en France pour chercher ses bijoux, n'est-ce pas? Et qui va donc, elle aussi, être incarcérée à la conciergerie. Absolument. Est-ce qu'on connaît les lieux dans lesquels étaient détenues ces personnalités très célèbres? Est-ce qu'on sait dans quel cachot ils étaient, à quel endroit, etc. On ne le sait pas pour tous, si vous voulez, parce qu'il faut se représenter qu'il y avait une très grande promiscuité à la conciergerie, surtout à partir du moment où la machine répressive s'est emballée à l'automne 93 et plus encore au début de l'année 94, et donc il y avait une surpopulation carcérale très très grande. Mais on le sait pour un certain nombre d'entre eux, et on le sait en particulier pour la reine Marie-Antoinette, puisque alors là bien sûr on voit exactement alors qui n'était pas le lieu que vous avez visité à l'époque où vous visitiez la conciergerie, où vous voyez le couperet de la guillotine. Non, la cellule qu'on présentait était en réalité une reconstitution qui n'était pas située au bon emplacement. Le véritable emplacement, il est situé dans la chapelle expiatoire de la conciergerie que Louis XVIII a fait aménager au moment de la Restauration, et l'emplacement de la cellule est ainsi en quelque sorte sanctuarisé dans cette chapelle, et le dispositif de réalité augmentée Histopad permet à l'emplacement même de reconstituer la cellule telle qu'elle était le jour de l'exécution de la reine. Donc on est sur les véritables lieux, et grâce à la réalité augmentée, on voit ce que c'était le 16 octobre 1793. Ça doit être très impressionnant, j'ai grand hâte d'y aller, je vous avoue. Donc nous allons évoquer dans un instant avec vous les conditions de détention, l'atmosphère dans cette prison de la conciergerie, puis nous allons faire, si je puis dire, la visite en votre compagnie, Philippe Bellaval. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
On parle de la conciergerie, on parle de l'histoire de cette famille Sanson, cette dynastie de bourreaux. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Philippe Bellaval. Il est directeur du Centre des Monuments Nationaux. Alors, Philippe Bellaval, vous avez confié le nouveau parcours des visiteurs de la conciergerie à un commissaire scientifique qui n'est autre que Guillaume Mazot. Je dis qu'il n'est autre parce que nos auditeurs le connaissent bien. C'est un de nos historiens de référence. Il est très souvent à ce micro. C'est lui donc qui vous a conseillé pour tout ce travail. Absolument, parce que nous tenions absolument à ce que le nouveau parcours soit assis sur une information historique vraiment rigoureuse, impartiale, ou aussi impartiale que possible sur un sujet aussi sensible que celui de la Révolution et notamment sur la terreur. Et par conséquent, Guillaume, qui est un spécialiste de cette période, m'a paru remplir toutes les conditions requises. Alors, ce qui est très intéressant, et moi j'approuve ça entièrement, mais vous avez choisi parmi tous les épisodes de la très longue histoire de la conciergerie de mettre en avant celui de la terreur. C'est-à-dire que ce que l'on visite en se promenant aujourd'hui dans la conciergerie, ce n'est pas une évocation de siècles de procédures judiciaires, c'est au contraire l'évocation du tribunal révolutionnaire et des incarcérés qu'il créait. Hein. C'est un peu le lieu, si vous voulez, qui le dicte, parce que ça s'est vraiment passé là. Là, voilà. Hein. Donc on y est, il y a la pièce, il y a la cellule Marie-Antoinette, donc comme je disais, il y a la pièce où Robespierre a agonisé en attendant son départ pour l'échafaud, avec sa mâchoire complètement fracasser détruite, la mâchoire avec son pistolet. Bon, voilà, donc là, on est en plein cœur de l'action. Donc il fallait vraiment lier, je crois, les lieux et les propos. Bien sûr. Alors, on évoque donc dans ce parcours l'atmosphère extrêmement pesante qui devait exister dans cette conciergerie. Évidemment, il est difficile de reconstituer à la fois la promiscuité, donc cette prison était saturée, surtout dans les derniers temps de la terreur, et puis de restituer aussi l'ambiance, qui était une ambiance de peur. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que Sanson venait tous les jours se faire communiquer la liste des exécutions. Bon, il faut imaginer que tous les soirs... L'appel de la charrette. Voilà, l'appel de la charrette, ou ce qu'on appelait aussi le journal du soir, c'est-à-dire que les prisonniers allaient tous les soirs au pied de la tour Bombec pour avoir le relevé des condamnations de la journée. Bon, évidemment, ça créait une ambiance sans doute très particulière. De même, ces banquets, puisque la tradition était que lorsque, au moins parmi les aristocrates ou les bourgeois qui étaient là, lorsque un condamné à mort devait être exécuté le lendemain, ses amis, le dernier soir, lui offraient un banquet ou une petite fête, en quelque sorte. Et évidemment, ce devait être profondément morbide. Ah oui, c'est terrible. Le CMN a acheté, il y a quelques années... Centre des Monuments Nationaux. Centre des Monuments Nationaux, pardon. Un tableau de Boilly qui représente le dernier, justement, souper des Girondins et qui est présenté dans le parcours, et qui évoque ces sortes de les Girondins veillées qui ont fourni funèbres. un gros contingent à la guillotine. Ah oui, c'était une rude journée pour Monsieur Sanson. Nous avons évoqué Charlotte Corday, la comtesse du Barry, etc. Mais évidemment, de très loin, la plus célèbre des détenues de la conciergerie, c'est la reine Marie-Antoinette. Je pense que tous les Français ont plus ou moins une idée de son incarcération, des journées absolument terribles qu'elle a vécues là avant de partir pour l'échafaud. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Elle est restée 2 mois et demi à la conciergerie, puisqu'elle est arrivée le 3 août et elle a été exécutée le 16 octobre. Donc c'est un séjour relativement long pour la conciergerie, parce qu'à l'époque, souvent les transfèrements avaient lieu au dernier moment avant le procès. C'était pas une prison, on restait très très longtemps. Mais elle est restée 2 mois et demi dans des conditions d'incarcération extrêmement difficiles, dans la mesure où elle n'avait aucune était malade, elle n'avait aucune intimité, puisqu'il y avait en permanence des gardiens dans sa chambre, dont elle n'était séparée que par un paravent.
Et puis, il y a eu ce procès où elle a été exposée à une quarantaine de témoins hostiles et en plus avec des accusations très, très infamantes allant jusqu'à des accusations d'inceste sur son fils. Voilà, donc effectivement, ce passage de la reine à la conciergerie est très important pour l'histoire du lieu. Quand on l'a conduit vers la place de la Révolution pour l'exécuter, ce n'est pas comme son époux, comme Louis XVI, qui avait, si j'ose dire, bénéficié d'un procès politique et qui est parti de la tour du Temple en Berline. Là, c'est dans une simple charrette comme une criminelle, pour le coup. D'ailleurs, Louis XVI avait été jugé par la Convention et pas par le tribunal révolutionnaire, exactement, c'est la très grande différence à l'époque. Voilà, et donc c'était un vrai procès politique avec des avocats qui avaient plaidé très courageusement. Là, elle n'a pas la reine n'a pas eu beaucoup de garanties de procédure, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Donc on vit tout ça. Lorsqu'on se promène à la conciergerie, on en vit le souvenir de manière où, j'espère, l'émotion ne dépasse pas l'histoire véritablement. Ce que je vous propose, Philippe Bellaval, c'est d'aller ensemble visiter les lieux maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est temps de visiter les lieux maintenant, puisque cet après-midi, nous vous emmenons au cœur de la conciergerie, la plus célèbre prison de Paris. Avec votre invité, vous recevez Philippe Bellaval, directeur du Centre des Monuments Nationaux. Et oui, on peut visiter donc la conciergerie tous les jours de la semaine, de 9h30 à 18h. C'est facile et pratique, si je puis dire. Il y a beaucoup de visiteurs parce que, notamment, nombreux sont ceux qui viennent visiter la Sainte-Chapelle, juste à côté aussi. Oui, il y a 500 000 visiteurs par an et nous espérons qu'avec cette nouvelle présentation et avec le dispositif de réalité augmentée Histopad, ce nombre va augmenter. Alors n'oublions pas quand même les belles salles médiévales de la conciergerie, avec notamment cette grande salle qui vous sert souvent de hall d'exposition au Centre des Monuments Nationaux. C'est la salle des gendarmes et attenante à la salle des gendarmes se trouvent les cuisines que le roi Jean le Bon avait fait installer et que nous avons restaurées, qui sont ouvertes au public depuis le début de l'année. Oui. Donc si on n'est pas allé à la conciergerie depuis un certain temps, on va trouver beaucoup de changements. Oui, ça. Et puis grâce à l'Histopad dont vous parlez, c'est-à-dire la réalité augmentée, j'explique pour nos auditeurs qui ne seraient pas encore familiers de cette nouvelle technologie, on vous donne tout simplement une tablette numérique et cette tablette, vous la promenez devant le décor et elle vous montre... À travers l'écran, bien sûr, elle vous montre ce à quoi ressemblait la salle dans son état primitif ou dans les différents états qu'on veut bien vous donner. Alors oui, cet Histopad, effectivement, a ceci d'original qu'il y a deux états successifs qui sont présentés, l'état du Moyen-Âge et l'état de la Révolution, parce que ce sont les deux grands moments de l'histoire de la conciergerie. Alors, à quoi ressemble ce parcours que vous avez mis au point avec Guillaume Mazot ? On a d'abord une salle d'introduction, en quelque sorte, où on raconte la Révolution. Voilà, on donne une chronologie d'ensemble, parce qu'on a pensé que c'était peut-être pas inutile, voilà. Et puis c'est là aussi que se trouve la carte des lieux révolutionnaires de Paris, et notamment la liste des prisons que vous évoquiez tout à l'heure. Alors ensuite, il y a ce que vous appelez la salle des noms. Oui. Ça fait un peu penser au cimetière de Picpus, c'est ça? Vous avez fait l'inventaire de tous ceux qui sont passés là, c'est ça? Oui, voilà, tous ceux qui ont comparu devant le tribunal révolutionnaire. Donc ils sont plus de 4000. Il y a tous les noms sur les murs et on voit qu'il y a des hommes, des femmes, qu'il y a des aristocrates, il y a des membres du clergé. Bon, bien sûr, il y a la reine, mais il y a aussi des artisans, des gens du peuple, des agriculteurs, beaucoup. Il faut bien voir que dans cette prison, les condamnés de droit commun et les politiques, si j'ose dire, étaient mélangés. Bien Donc sûr, c'était vraiment une grande promiscuité. Justement, vous expliquez dans une autre salle ce qu'était la justice révolutionnaire. Vous parlez de Fouquier-Tinville, du tribunal, etc. De terrible tribunal révolutionnaire. Absolument. Et en fait, donc il a jugé plus de 4000 personnes. Les 2 tiers ont été condamnés à mort, mais
Mais il y a eu des acquittements, notamment dans les premiers temps. La machine à condamnation à mort et à exécution s'est emballée au printemps 1794. Ce qu'il faut dire, Philippe Bellaval, c'est que le musée Carnavalet, qui est le grand et merveilleux musée de l'histoire de Paris, vous a prêté un certain nombre d'objets et de tableaux. Comme il est en travaux, il nous a consenti des prêts extrêmement généreux qui permettent d'évoquer aussi bien l'ambiance de la conciergerie que le passage de la reine Marie-Antoinette avec des notamment objets. Le fameux départ de la reine. Le départ de la reine, le tableau de Georges Quint, absolument, mais y compris des objets personnels, fragments de la ceinture qu'elle portait le jour de son procès, une chemise qu'elle a portée à la conciergerie, un bijou. On ne dira jamais l'invraisemblable richesse des réserves et des collections du musée Carnavalet. C'est un musée extraordinaire et nous sommes très heureux d'avoir eu ce partenariat. Alors, vous avez également reconstitué en 3 dimensions le tribunal révolutionnaire lui-même. Ça, c'est très spectaculaire. Le couloir des prisonniers, la cellule de Marie-Antoinette. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire... La haute technologie au service de l'histoire. Voilà, exactement, c'est-à-dire d'utiliser l'immersion pour faire en sorte que les visiteurs aient l'impression d'y être. Merci beaucoup, Philippe Bellaval. C'est très facile, c'est tous les jours de 9h30 à 18h. C'est en plein cœur du centre de Paris, sur l'île de la Cité, la célèbre conciergerie. Et vous reviendrez nous parler de tous nos autres monuments nationaux, car vous avez en charge, on peut dire, tous les trésors de notre patrimoine. Beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Anissa. Nous nous retrouvons demain, 14h, pour une autre rediffusion. Oui, demain, nous réécouterons cette émission que vous aviez consacrée à l'artiste peintre Séraphine de Senlis.